Et à présent, chers téléspectateurs, nous passons à notre édition de Tour du Monde version Afrique pour aujourd'hui, le 1er juillet 2021, qu'on commence avec ce compte-rendu, 8e anniversaire de notre glorieuse révolution, la révolution du 30 juin. Il y a des jours dans l'histoire des peuples que nul ne peut oublier, des jours qui font également bien l'histoire et la gloire. Ces dates représentent en elles-mêmes des moments importants où toute une nation a été sauvée. 8e anniversaire de notre glorieuse révolution, la révolution du 30 juin 2013. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours marquant cette occasion. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Salih Ahmed et Ayeshel. La révolution du 30 juin n'était pas seulement un moment passager où les Égyptiens exprimaient leur colère, leur indignation ou leur ressentiment. C'était plutôt le beau tollé exprimant les constantes égyptiennes les plus fortes, les plus établies et les plus nobles, à savoir l'appartenance à la patrie et la fidélité à la terre. Il y a des jours dans l'histoire, des peuples que nul ne peut oublier, des jours qui font aussi bien l'histoire et la gloire. Ces dates représentent en elles-mêmes des moments importants où toute une nation a été sauvée. L'année 2013 est marquée par des moments de prime importance, préservant notre chère patrie de tout préjudice à son entité, à son authenticité et à son identité. 2013 demeure ce moment précieux à partir duquel un peuple a tracé son avenir en rejetant les forces de l'obscurantisme et du mal. L'armée égyptienne a apporté son soutien à un plan qui prévoit une brève période de transition politique, suivie par une élection présidentielle et des élections législatives. La foule sortie le 30 juin 2013 a exprimé sa joie sur la place Tahrir. Dans son allocution télévisée, M. Sisi avait présenté la feuille de route mise au point avec l'opposition politique, des représentants des mouvements, de la jeunesse égyptienne et des autorités religieuses. Le président de la Haute Cour constitutionnelle, Adel Mansour, devient à la tête de l'institution présidentielle. À 19h, l'armée égyptienne a signifié au président qu'il n'était plus président. Vers 21h, dans une allocution télévisée, Abdel Fattah el-Sisi, qui était en ce moment ministre de la Défense, a annoncé que la Constitution était suspendue et remplacée par le président de la Haute Cour constitutionnelle, Adel Mansour, qui prêta serment. Un gouvernement regroupant toutes les forces nationales et doté des pleins pouvoirs a été chargé de gérer la période actuelle. Ce plan a été discuté durant la journée entre l'armée, les responsables de l'opposition et les chefs religieux. Les forces armées ont mis leurs menaces à exécution dès l'expiration du délai de 48 heures donné au chef de l'État pour répondre aux attentes des centaines de milliers de manifestants réclamant son départ depuis plusieurs jours. L'armée a d'abord pris position dans plusieurs lieux stratégiques du Caire, près du palais présidentiel et devant le siège de la télévision nationale. La révolution du 30 juin n'était pas juste un moment passager, lors duquel les Égyptiens ont manifesté leur colère et leur mécontentement, souligne le président Abdel Fattah el-Sisi sur son compte Facebook. Ce fut plutôt un cri noble pour exprimer haut les invariables de l'Égypte et ses positions et principes les plus enracinés, dont notamment l'appartenance à la patrie et la loyauté à la terre, a-t-il poursuivi. Le chef de l'État a souligné son appréciation et hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés et ont payé leur vie pour rejeter le radicalisme et le terrorisme. Le président el-Sisi a également salué le grand peuple égyptien qui a prouvé au monde entier qu'il est le peuple le plus patient et le plus sincère. Le peuple égyptien est aussi le peuple le plus déterminant, possédant la volonté la plus solide et la foi en son État et en ses institutions nationales, a souligné M. le Président, en affirmant que le peuple égyptien a fait preuve de la justesse de ses choix en annonçant la nouvelle République, tout en avançant patience et capacité à réaliser l'impossible et à vaincre les défis. Que Dieu garde et protège l'Égypte et son peuple. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Félicitations pour le 30 juin, pour la révolution. Pareillement. Pareillement. Alors, si on parle de cette date du 30 juin, on parle de plusieurs
changement sur la scène africaine surtout, qui dit 30 juin 2013. Juste après cela, l'Union africaine a suspendu l'Égypte comme État membre de l'Union africaine. Suite à cela, plus de changements aboutissant en 2019 à l'Égypte président de l'Union africaine. Absolument. Du moment où le président Sisi a pris pouvoir, une de ses ambitions, si je peux dire, de ses buts qu'il avait en tête, c'est le retour vers l'Afrique. Il voyait bien que l'Afrique, l'Égypte fait partie certainement de l'Afrique, très bien positionnée dans l'Afrique, et d'ailleurs, nous avions des relations très longues avec tous les pays africains, depuis les années 50. Donc, c'était absolument impératif de retourner vers l'Afrique, et c'est justement ce qu'il a fait avec grande réussite. Et comme vous l'avez dit, 5 ans après, l'Égypte a présidé l'Union africaine. Oui. Et on peut parler très longtemps à propos de ce que nous avons fait, l'Égypte a fait, Oui, avec certainement. les confrères africains, sur tous les plans. Plan de développement, plan de financement, même durant le Covid, l'Égypte a donné l'exemple de fraternité en essayant de donner l'aide et médicale et personnelle, etc. Oui. Tous les pays africains qui en avaient besoin. Et même maintenant, nous commençons à fabriquer le vaccin pour essayer de couvrir une grande partie du marché africain. Oui. Également, plusieurs projets ont été lancés par l'Égypte, par exemple l'autoroute liant le Caire à Cap d'Espérance en Afrique du Sud, plusieurs projets tels que la zone de libre-échange, la ZLEC. Comment voyez-vous ces projets et l'impact de l'Égypte sur le continent africain? Je veux dire que quand l'Égypte a présidé l'Union africaine, elle a lancé et elle a inauguré tellement de projets en direction de l'Union africaine. Comme vous l'avez dit, le libre-échange, le passage entre les différents pays, des voies maritimes qui lient le nord de l'Afrique au sud d'Afrique, l'autoroute qui va lier la mer Méditerranée vers l'océan en bas, de l'Alexandrie jusqu'à Cape Town, qui vise à justement lier les pays africains les uns et les autres. On parle d'investissements égyptiens dans beaucoup de pays africains. On parle de compagnies et entrepreneurs égyptiens qui exécutent beaucoup de projets dans des différents pays africains. Si on parle de le rôle que l'Égypte a joué pour établir paix et sécurité dans tous les endroits qui étaient un peu instables, nous pouvons voir qu'il y a tellement de stabilité qui a été établie dans la corne africaine, entre le Soudan de l'Est et de l'Ouest, la crise libyenne, c'est-à-dire partout. On a joué un rôle très important pour la stabilité et la sécurité. D'ailleurs, comme le président le dit, il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc les deux vont en parallèle, et c'est ce que l'Égypte a fait et continue à faire, c'est-à-dire nous avons laissé la présidence il y a 2 ans, mais on continue justement à jouer le rôle. C'est une responsabilité que nous devons jouer envers tous les pays africains. Parfait, Dr Raouf Gafar, je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes analyste politique. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, après la chute de Mekele, le retour du face-à-face entre les Tigréens et l'Érythrée.
En Éthiopie, la situation est encore mouvante dans le Tigré alors que l'armée fédérale s'est retirée et que la rébellion tigréenne a reconquis désormais une bonne partie de la province, mais du côté de l'autre acteur controversé de la guerre, l'Érythrée, le silence est total. Les troupes érythréennes accusées de multiples crimes se sont repliées sur la frontière. De l'avis de plusieurs observateurs, la ligne de front entre les Tigréens et les Érythréens du président Issaïs Afewerki s'est réformé, un face-à-face très dangereux qui a déjà endeuillé l'histoire récente de la région. De l'avis d'un familier des dirigeants tigréens, l'un de leurs buts de guerre est clair, marcher sur Asmara et du côté érythréen en prend la menace au sérieux. Comme toujours, lors des moments critiques, l'électricité est très rare ces derniers jours, racontent les familles restées en contact avec leurs proches dans le pays et le gouvernement reste silencieux. Des sources diplomatiques à Addis Abeba indiquent du reste que tout l'effort des chancelleries occidentales ces derniers jours est d'éviter une escalade, notamment un débordement des combats dans la province de l'Amara, dont les milices ont participé à la guerre, et de l'autre côté de la frontière érythréenne. Le brusque renversement des rapports de force entre Addis Abeba, le Tigré et l'Érythrée a donc envoyé les protagonistes non loin de leur point de départ, comme si 8 mois de guerre n'avaient au fond pas servi à grand-chose, d'autre qu'à causer d'innombrables souffrances. Et nous passons à l'Afrique du Sud. Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Un jugement sans précédent en Afrique du Sud. L'ancien président Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Le verdict très attendu de la Cour constitutionnelle est tombé mardi. Poursuivi dans plusieurs affaires de détournement et blanchiment d'argent, Jacob Zuma était cette fois-ci jugé pour son refus de comparaître devant une commission anticorruption. C'est à la majorité que la plus haute cour du pays a rendu son verdict. Je cite, « Il n'y a absolument aucun doute ». C'est ce qu'a déclaré le juge de la Cour constitutionnelle avant l'énonce de la sentence. Monsieur Zuma est coupable d'outrage à la justice. Jamais auparavant, a-t-elle précisé, l'autorité de la légitimité de cette cour n'a été sujette à autant d'attaques de la part de M. Zuma. Jamais la justice n'a été autant menacée. Nous n'avons pas d'autre choix que de le juger coupable. Fin de citation. L'ancien président, qui est poursuivi dans plusieurs affaires de corruption, écope donc de 15 mois de prison. Une peine qui ne concerne pas directement ces affaires puisqu'elles sont encore en instance de jugement, mais pour avoir refusé d'obéir à la justice et de se présenter devant une commission qui enquête sur la corruption au sommet de l'État et qu'il avait convoqué pour l'entendre. Et à présent, chers téléspectateurs, on jette un petit regard sur le monde.
Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui d'Autour du monde version Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci à vous.